Bonjour à toutes et à tous. Merci à Président Chapuis et à toute son équipe de m'accueillir à nouveau à Lyon, où j'ai passé de très belles années de collaboration, de coopération entre philosophes et soignants. La question d'aujourd'hui, on peut la traiter de beaucoup de manières, mais je voudrais un petit peu m'éloigner de l'actualité. On a beaucoup parlé de l'actualité, parce que finalement, on finit par être un petit peu myope. On voit que au jour le jour les problèmes. Et ce que je voudrais ce matin, rapidement, c'est d'une part vous parler d'un livre qui m'avait marqué beaucoup il y a presque 50 ans, et vous aussi, sans doute, pour certains. Et d'autre part, vous montrer par conséquent l'actualité d'un livre d'il y a 50 ans, en le remettant en perspective par rapport au paradigme dominant aujourd'hui de la plupart des problèmes sociaux, économico-politiques, c'est-à-dire l'écologie. Donc effectivement, ma question va porter sur la crise de l'hôpital par rapport à la société, en prenant du recul et en réinvestissant le paradigme écologique. Alors cette crise de... Alors déjà ce livre, voilà, c'est un petit livre rouge, il était un peu maoïste à l'époque. C'est Ivan Illich, dominicain qui a longtemps vécu au Mexique, très connu à l'époque, 1974, beaucoup n'étaient pas nés, 1974, et qui avait défrayé les médias à l'époque. Et le livre s'appelle toujours Némésis médicale, l'expropriation de la santé. Il a été conçu avec beaucoup de collaborations, beaucoup de collaborateurs nord-américains, sud-américains, en tiers-monde et aussi d'Européens, dont Jean-Pierre Dupuy, que vous connaissez, grand économiste, philosophe, polytechnicien, et qui avait signé la préface du livre, préface qui a été réactualisée en 2002 lors du décès d'Illich. Donc ce livre, dans le fond, il est à la fois de 1974 et de 2002, et son avantage, outre qu'il est livre de poche à moins de 10 euros, il comporte énormément de sources infrapaginales, internationales, et donc tout ce que je vais vous résumer en quelques lignes, vous en trouverez toutes les sources scientifiques, épistémologiques, idéologiques, historiques dans le livre. Donc c'est un ouvrage vraiment, j'allais dire, très rentable du point de vue de la réflexion et de l'alimentation du débat. Alors l'idée générale, évidemment, c'est de dire que la crise de l'hôpital ne date pas d'aujourd'hui. Elle date en tout cas des années 60, 70, en même temps que les premières crises que 68 avait aussi indirectement activées, en même temps que la crise de deux grands systèmes d'organisation de la vie collective, c'est-à-dire l'école, déjà, et de l'autre côté, ce qu'on appelle, dans le fond, aujourd'hui, les transports, l'énergie, c'est-à-dire tout ce qui touche à la mobilité. On a parlé des bouchons ce matin. Ben, probablement, c'est un problème très ancien qui n'a toujours pas été réglé, de même que le problème de l'hôpital n'a toujours pas été réglé, et manifestement, le problème de l'école n'a toujours pas été réglé. On a beau injecter chaque année davantage de budget, ça va de plus en plus mal. Eh bien, c'est ces trois problèmes-là que Illich avait commencé à explorer dans les années 70, et il a choisi effectivement de prendre la santé et la solution moderne du soin hospitalier comme exemple de ce qu'il appelait des systèmes contre-productifs. Sur le passage, d'abord à l'échelle occidentale, puis à l'échelle mondiale, de sociétés d'autonomie, c'est-à-dire finalement pré-industrielle, où l'accès à la connaissance, l'accès au déplacement, l'accès aux soins était inséré dans un certain nombre d'habitudes, à la limite, c'est-à-dire de traditions, qui permettaient aux individus de ne pas entrer dans des systèmes d'aliénation et d'hétéronomie. Et donc ce passage vers les sociétés industrielles qui étaient
des sociétés, au contraire, d'hétéronomie, c'est-à-dire de prise en charge des individus, de diminution de leur liberté, et finalement d'effets négatifs. D'effets négatifs, les externalités. Et ces effets négatifs, dans le domaine de la santé, c'est la morbidité, finalement. Et donc la grande question, c'est est-ce que ce grand système, de même, est-ce que les autoroutes, finalement, facilitent les déplacements? Manifestement, non, ça va de plus en plus mal. Est-ce que les hôpitaux facilitent finalement la santé de la population mondiale? Ben justement, ce n'est pas sûr du tout. Et déjà en 1974, toutes les statistiques allaient dans ce sens. Donc, vous voyez, le problème, il ne faut pas le focaliser que sur l'hôpital. L'hôpital est un des miroirs de l'ensemble des phénomènes de contre-productivité que la société moderne a engendrés. Et il me semble que Illich était déjà, il y a plus de 50 ans, un des témoins, un des acteurs justement de ce diagnostic et de ce bilan. Alors pourquoi j'introduis l'autonomie, l'écologie? Justement, le lapsus est intéressant, mais parce que précisément, on voit bien qu'aujourd'hui, à nouveau, parce que c'est pas nouveau, l'écologie, hein, il y a une histoire de l'écologie, on commence un petit peu à la faire, c'est cyclique. Ben, l'écologie tente effectivement de dénoncer l'ensemble des emprises inutiles, l'ensemble des effets négatifs produits par des systèmes de productivité illimités et globalisés. C'est tous les débats quotidiens depuis des années et qui finissent par perturber l'ensemble des écosystèmes humains, et notamment les écosystèmes humains et naturels qui étaient fondés sur liberté et responsabilité. Et donc, il faudrait essayer de renouer ensemble le débat critique de la contre-productivité de la santé et modèle d'une écologie qui essaie de rétablir des mesures, qui essaie de rétablir des équilibres, mais à l'intérieur d'un système où justement liberté et responsabilité et autonomie seraient à nouveau les facteurs fondamentaux des choix individuels et collectifs. Et donc, il me semble essentiel de se poser la question aujourd'hui, pourquoi l'écologie est-elle si peu sanitaire? Pourquoi l'écologie, qui nous parle le matin au soir du climat, de l'énergie, des transports, etc., pourquoi parle-t-elle si peu des soins du corps? Et pourquoi ne prend-elle pas comme exemple justement des dysfonctionnements, des blocages, des croissances inutiles, les systèmes de soins? Et en particulier l'hôpital, qui est une des réponses modernes depuis le XIXe siècle au système de soins. Et donc ma question c'est, est-ce que la solution, l'interface, qui a été évoquée par le titre, l'interface entre les systèmes de soins hospitaliers et la vie collective, individuelle et collective, est-ce que cette interface ne doit pas être alimentée par une réflexion sur, justement, l'écologie et donc une transformation des systèmes de soins de l'intérieur, et pas simplement par des auto-actions systémiques. Voilà, je crois, le sens de relire aujourd'hui Ivan Illich dans la Némésis médicale. Je pense que ce livre-là apporterait un nouvel éclairage documenté, parce que toutes les informations ont été renouvelées, évidemment, les sources ont été renouvelées, apporte une documentation intéressante sur cette question d'une écologie sanitaire qu'on pourrait finalement soumettre à un impératif alternatif, qui est celui dominant de toute écologie. Est-ce qu'on peut penser une écologie sanitaire décroissante? C'est-à-dire l'inverse de ce du matin au soir, toutes les économies de santé, toutes les politiques de santé publique, tous les managers du monde cherchent à nous dire, c'est accroître, accroître, accroître. Voilà la question, voilà les enjeux.
Je vais les aborder très rapidement parce qu'il y a peu de temps. Donc je voudrais juste résumer. En fait, je voudrais juste vous donner envie de lire le livre ou de le relire. C'est tout. Alors, première remarque fondamentale, c'est qu'on ne peut pas situer la question de l'hôpital sans histoire. Parce qu'il y a une histoire de l'hôpital, et une histoire qu'un célèbre philosophe français avait longuement explorée dans ces années-là, c'est Michel Foucault. Michel Foucault qui avait parfaitement montré comment on a assisté progressivement à une transformation justement de l'hôpital en un système assez empirique et pragmatique d'assistance anarchique à un système de construction du savoir des maladies, entendues comme des entités, hein, ce qui n'était pas du tout le cas avant, depuis la médecine hippocratique. Et ces entités, on allait pouvoir les observer, les expérimenter dans un lieu qui était l'hôpital, qui était une sorte de vitrine où on rassemblait effectivement les cas et où se construisait le nouveau savoir médical, dans le fond, à partir de la Révolution française, qui est quand même très récent. Et c'est à partir de là que, effectivement, l'objectif de l'hôpital, ça a été, dans la suite d'une biomédecine classificatoire, de chasser l'intrus, c'est-à-dire de faire disparaître la maladie. Et donc le système de soins était un système doté de la boussole des classifications et chargé d'éliminer la maladie. Et c'est précisément ce système-là qui date de 2 siècles, hein, qui est peut-être en train de prendre fin, non pas parce qu'il s'est épuisé, mais parce qu'il est, il est devenu obèse, parce qu'il est devenu excessif, parce qu'il est en train de, comme l'ouroboros, de se manger lui-même. Et ça, c'est une remarque déjà de 1974, hein, de Illich, lorsqu'il écrit, je vous donne quelques citations quand même, parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est Illich qui parle, dans tout ce que je dis. L'âge de la médecine hospitalière, qui, de bout en bout, n'aura pas duré plus d'un demi-siècle, arrive à présent à son terme. Donc je répète, 1974 déjà. Ça fait quand même beaucoup de temps qu'on annonce la fin de l'hôpital et la nécessité de changer les choses. Les problèmes aigus de personnel, de trésorerie, de gestion, de capacité d'admission qui partout assaillent les hôpitaux peuvent s'interpréter comme les symptômes d'une nouvelle crise dans le concept de maladie. Il s'agit bien d'une crise puisqu'elle admet 2 solutions opposées, l'une comme l'autre reléguant nos hôpitaux actuels dans le passé. La première, elle est une surmédicalisation de prestations sanitaires, accentuant encore la mainmise de la profession médicale sur les biens portants. La seconde est une démédicalisation critique et scientifiquement fondée du concept de maladie. Je rappelle que déjà à cette époque, on avait le développement, non pas dans la médecine organique, mais dans la médecine psychiatrique, de l'antipsychiatrie, qui était aussi le grand mouvement de remise en question justement de toutes ces catégories qui devaient définir le champ de bataille, dans le fond, de la suppression de la folie, hein, alors qu'elle est toujours là et peut-être pire qu'avant. Donc voilà, ça c'est le premier problème, resituer tout cela. L'hôpital, c'est quelque chose de très récent, et c'est quelque chose qui s'est emballé et qui manifestement est arrivé dans une impasse, puisque le vocabulaire que je viens de citer, écrit en 1974, est d'actualité, aurait pu être écrit aujourd'hui. Donc rien n'a changé, rien n'a changé. En demi-siècle, à quoi servent tous les observateurs, tous les critiques, pour finalement être toujours dans le même système? Alors l'essentiel du livre, maintenant, touche à l'idée de iatrogénie, c'est-à-dire effectivement des effets secondaires, mais de plus en plus primaires, hein, néfastes, négatifs, contre-productifs, des systèmes de soins, hein, du mammouth du soin. Et le livre s'ordonne autour de 2 grandes entrées, la iatrogénie clinique et la iatrogénie sociale. Et je crois que cette catégorie, souvent un peu délaissée, un peu pédante, mérite d'être remise au goût du jour dans le sillage de ce livre d'Illich. Alors, la iatrogénie clinique, évidemment,
tous les jours, les journaux, les magazines en sont pleins, c'est-à-dire le fait que plus on avance en rationalité innovante, avec des sciences, des techniques de plus en plus sophistiquées, plus on avance vers une organisation professionnelle de plus en plus rigoureuse, le fameux management, il n'en reste pas moins que depuis 50 ans, je répète, depuis 50 ans, l'efficacité globale de l'hôpital reste largement contestée et souvent, je ne peux pas entrer dans le détail, souvent mal mesurée. Alors là, c'est tout un débat avec les économistes de la santé. J'en dirai un mot dans quelques instants. Mais c'est un fait que les mesures que nous prenons aujourd'hui, comme toute la mesure économique, ne sont pas du tout en phase avec la réalité vécue, de même que tout à l'heure, M. Denisot nous parlait justement de l'expérience de la maladie. Eh bien, l'économie ne mesure pas l'expérience du soin. Elle mesure tout à fait autre chose. Et le PNB est une fiction totalement stérile par rapport, effectivement, à l'évaluation réelle. Alors, on trouve déjà dans ce livre, en vrac, le rappel qu'un certain nombre de grandes victoires de la médecine au XIXe siècle, à commencer par la tuberculose, ont été réussies avant même que l'on dispose des thérapies adaptées, notamment les vaccins. Donc là, il faut revoir toute l'histoire, ça se trouve chez Foucault déjà, où on raconte toujours que c'est le progrès scientifique qui a conditionné l'amélioration de la santé, alors qu'en fait, dans beaucoup de dossiers, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a trouvé des solutions empiriques, pragmatiques, avant d'avoir le remède qui permettait ensuite de transformer cela en une technique. Et déjà à l'époque, et il faut reprendre tous les débats du XIXe siècle, la question de l'environnement, c'est-à-dire de la cité, de la ville, était beaucoup plus importante qu'il ne l'est devenu après. C'est-à-dire après l'hôpital focalisé sur la maladie comme entité et sur son combat à l'intérieur de l'espace, justement, alors qu'avant, au XVIIIe siècle, on était beaucoup plus sensible aux questions d'environnement. Et paradoxalement, c'est cette question du retour à l'environnement qui aujourd'hui est peut-être une des portes d'évolution positive de cette décroissance du système de soins. Parce qu'effectivement, la plupart des causes des pathologies ne sont pas à l'intérieur de l'organisme, sont dans le milieu. Et donc la question du milieu extérieur est absolument essentielle. Prenez simplement tous les débats sur les perturbateurs endocriniens, sur l'origine des cancers, etc. On voit bien qu'il faut changer de paradigme. Il faut revenir à un paradigme d'avant l'âge industriel, d'avant l'âge technoscientifique. Ensuite, on a effectivement, déjà en 1974, toutes les critiques de l'abus du dépistage et de la prévention, qui est redevenu une mode récente, mais c'est là-dedans déjà, avec toutes les données chiffrées, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Inde, tout est là déjà. Évidemment, l'abus des prescriptions médicamenteuses, avec tout l'impact négatif finalement des lobbying pharmaceutiques, j'en passe et des pires, les interventions inutiles, etc. etc. Et finalement, il en est, de cette prolifération d'effets négatifs, il en est une mentalité de déni par une rationalisation, j'allais dire idéologique, c'est une expression un peu tordue, mais il me semble qu'elle a un sens. À un moment donné, l'idéologie apparaît comme rationnelle. Et Illich a écrit, page 100, page 84, je pourrais vous lire pendant des heures, avec la transformation du médecin artisan, exerçant son habileté sur des individus connus personnellement, en médecin technicien, appliquant des règles scientifiques à des catégories de malades, les malfaçons ont acquis un nouveau statut, anonyme et presque respectable. Ce qui jadis était considéré comme un abus de confiance et une faute morale peut désormais être rationalisé sous la forme d'une panne occasionnelle de l'équipement ou de ses opérateurs. Dans un hôpital où la technique est complexe, la négligence devient erreur humaine, aléatoire, l'insensibilité devient détachement scientifique
et l'incompétence, manque d'équipements spécialisés. La dépersonnalisation du diagnostic et de la thérapeutique a fait passer les malfaçons du domaine éthique au rang de problèmes techniques. Voilà. Bon, on peut continuer comme ça. Je répète, c'est écrit en 1974. Hein. Ce n'est pas écrit hier dans le Nouvel Observateur. Alors, le deuxième grand point, c'est évidemment la iatrogénie sociale, c'est-à-dire le fait qu'une fois observer les dysfonctionnements internes au système, au mammouth hospitalier, on s'aperçoit en fait que c'est l'ensemble, ce qui a été annoncé tout à l'heure par François Chapuis, c'est l'ensemble de la société qui est malade. Hein, la société qui est malade et qui a un triple tropisme finalement qui vient fausser à la fois l'analyse critique et puis surtout l'alternative que serait la lente décroissance de cette solution très récente et finalement devenue très catastrophique. Alors, il y a évidemment d'abord tout le grand débat du budget, de l'économie de la santé. Alors, je peux rentrer dans le détail, mais déjà Illich, avec Jean-Pierre Dupuy, qui est très critique sur cette question, il s'agissait de montrer effectivement que l'accroissement des budgets ne garantit pas une véritable amélioration de l'efficacité. Bon, il y a des centaines de références en bas de page. C'est un énoncé brutal qui peut se contester évidemment sur les plateaux de BFM TV, mais peu importe, je pense qu'il faut repartir d'une formulation aussi radicale. Deuxièmement, la tentation excessive de ce que Illich appelait déjà la médecine miracle, c'est-à-dire finalement par rapport au peu de succès réel, la médecine se met en scène en permanence à travers ses performances, et ces performances aujourd'hui, elles sont de plus en plus évidemment alimentées par les progrès techniques, technologiques, alors le numérique, l'e-médecine, les systèmes de communication, etc. Et puis surtout, troisièmement, et ça c'est le débat de fond, qui montre effectivement que le cas de la santé ne doit pas être traité uniquement comme un domaine particulier, isolé du reste des grands problèmes de l'humanité, c'est l'ensemble des indicateurs. Et je renvoie ici au débat qui commençait seulement dans les années 70, notamment sur la critique du PNB et sur la recherche d'autres indices qui permettaient, en particulier, de voir qu'il ne suffit pas de répartir des biens et des bienfaits, il faut encore rendre les gens capables d'y accéder. Et c'est la grande théorie de la capacité de Amartya Sen, prix Nobel d'économie, un Indien, et qui a depuis laissé quand même des traces très très profondes dans cette nécessité de modifier complètement les indicateurs. Mais vous voyez bien que là, on est en train de... C'est même plus le monstre qu'on a en face de soi. On a l'ensemble des institutions, la Banque mondiale, etc. etc. Mais c'est là que se situe effectivement la clé d'une possible écologie sanitaire décroissante. Donc, voilà, le temps passe. Je voudrais arriver à l'essentiel, aux conclusions de Illich. Je rappelle que je suis là uniquement pour vous faire lire et que il y a des formulations extrêmement fortes. Alors d'abord, pourquoi s'intéresser à la santé, puisqu'il a fait les mêmes dossiers sur l'école, sur les transports, etc., sur l'agriculture. Et sa réponse est très banale, d'une certaine manière. Chaque institution rationnellement planifiée dans un but technique produit des effets non techniques dont certains ont le résultat paradoxal d'amoindrir l'homme et d'appauvrir son milieu en réduisant sa capacité de se débrouiller. Je recherche l'explication de ce phénomène paradoxal qui apparaît lorsque le monopole radical exercé par le mode industriel de production donne à sa synergie avec la production autonome une valeur sociale négative. Donc c'est ça l'idée. Alors notre intention, évidemment, en traitant la question sur le plan médical, n'est pas de faire plus de choses pour les gens, mais plutôt de leur garantir plus de liberté
pour faire les choses eux-mêmes. Le nombre de possibilités ouvertes devient alors presque illimité. Donc c'est vraiment le nœud finalement du renversement épistémologique qui s'impose ici. Et je voudrais terminer par deux extraits qui me semblent très très parlants et d'une vérité incroyable pour aujourd'hui. Pour ça, nous n'avons rien inventé. Le rôle du médecin est devenu quelque chose de très mal défini. Les professions de santé produisent maintenant, 74, 2022, produisent maintenant un amalgame de services cliniques, de médecine scientifique, de gestion technique de la santé publique. Les médecins ont affaire à des clients qui tiennent simultanément plusieurs rôles à chacun de leurs contacts avec l'institution médicale. Ils sont transformés en patients que la médecine teste et répare, en administrés dont la santé est prise en charge par une bureaucratie médicale et en cobayes sur lesquels la science médicale pratique des expériences. Le pouvoir médical de conférer le rôle de malade a été dissous par la prétention de délivrer des soins universels. La santé a cessé d'être cette propriété naturelle dont chaque homme est présumé doté tant que la preuve n'a pas été faite qu'il est malade. Et elle est devenue ce rêve inaccessible, cette promesse toujours humaine à laquelle chacun peut prétendre en vertu de principes de justice sociale, parce qu'effectivement, derrière, il y a toute cette question de la justice. Et je termine alors vraiment, mais chaque phrase est une conclusion. L'attachement et l'allégeance croissante à la thérapeutique affectent aussi l'état d'esprit collectif d'une population. C'est ça la iatrogénie sociale. Une demande idolâtre de manipulation remplace la confiance dans la force de récupération et d'adaptation biologique. Le sentiment d'être responsable de l'éclosion de cette force et la confiance dans la compassion du prochain qui soutiendra la guérison, l'infirmité et le déclin. Le résultat est une régression structurelle du niveau de santé, celle-ci étant comprise comme pouvoir d'adaptation de l'être conscient. Et c'est ce syndrome de régression que j'appelle iatrogenèse structurelle maintenant, structurelle. Autrement dit, les solutions ne sont pas pour demain, parce qu'effectivement, on a affaire à une structure, on a affaire à une idéologie, et que le problème de la contre-productivité ne peut pas être réglé seul au niveau de la santé. C'est les mêmes problèmes pour les transports, même problème pour les énergies, même problème pour l'école. Et donc, il faut peut-être commencer par dire que la santé n'est pas un domaine extraterritorial qui voudrait traiter uniquement entre spécialistes, où les médecins géreraient entre eux les grands problèmes de justice et les grands problèmes d'efficacité. Il faut revenir vraiment à une écologie généralisée et alternative. Merci.